Je m'appelle Gareth Morel, j'ai 34 ans et je suis consultant en marketing international. J'ai toujours vécu de manière indépendante depuis mes 18 ans, le jour où j'ai quitté la maison familiale à Lyon pour tracer ma propre route. Quand je suis parti pour un voyage d'affaires de 6 semaines en Europe, entre Londres et Francfort, je croyais que, à mon retour, je retrouverais la maison d'artisan que j'avais achetée et restaurée de mes mains, pierre après pierre, planche après planche. Une petite demeure centenaire, avec des volets bleus, un jardin de roses et ce parfum de bois ciré qui m'accueillait chaque soir comme un vieil ami. Mais à mon retour, rien n'était comme avant. Mon père venait d'acheter une voiture flambant neuve. Mon frère cadet, Bastien, exhibait sur les réseaux sociaux des photos de rêve. Sable blanc, eau turquoise, cocktail au bord d'une piscine aux Maldives. Et mes parents, assis côte à côte dans la salle à manger, m'ont annoncé d'une voix glaciale: « Ta maison a tout payé, Gareth. » Je me souviens être resté figé, incapable de parler. Ils avaient vendu ma maison. Pas seulement mon bien, mais le fruit de 10 années de labeur. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette maison n'était pas qu'une simple propriété. Elle faisait partie d'un fonds fiduciaire que mon grand-père m'avait laissé. En vendant la maison sans mon accord, ils venaient de déclencher une clause légale qui leur ferait perdre toute leur part d'héritage. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir en arrière. J'ai grandi dans une famille où l'amour ne se distribuait jamais équitablement. Mon père, Robert Morel, travaillait dans une banque de quartier. Ma mère, Hélène, était comptable indépendante. Nous vivions dans une maison modeste de la banlieue lyonnaise, avec une clôture blanche, un monospace gris et une vie que beaucoup auraient qualifiée de stable. Mais derrière cette façade tranquille, le déséquilibre régnait. Mon frère Bastien, de 4 ans mon cadet, a toujours été le favori. Là où je devais prouver ma valeur, lui n'avait qu'à tendre la main. Bastien était paresseux, incapable de garder un emploi plus de 6 mois. Mais mes parents l'excusaient toujours. « Il cherche encore sa voie », disait ma mère, même lorsqu'il démissionnait pour la 5e fois parce que son patron ne le comprenait pas. Moi, pendant ce temps, je jonglais entre 3 petits boulots pour financer mes études. Serveur, livreur et assistant administratif. Je dormais peu, travaillais dur et rêvais d'indépendance. Je n'en voulais à personne. J'étais convaincu que mes efforts finiraient par payer. Et j'avais un allié, mon grand-père, Noé Morel. Noé avait des mains usées par le béton et les chantiers, mais un cœur immense. Il avait bâti sa vie de rien, à une époque où le travail manuel était synonyme de dignité. Souvent, nous restions assis sur le perron, et il me disait: « Ta vraie richesse, Gareth, c'est ta volonté. L'argent, les maisons, les voitures. Tout ça s'obtient, se perd. Mais la volonté, personne ne peut te la voler. » Ces mots se sont gravés dans ma mémoire. Quand il est mort, j'avais 18 ans. Il m'a laissé un fonds fiduciaire, une somme que je ne pouvais utiliser qu'à partir de mes 25 ans, à condition de démontrer que je pouvais me débrouiller seul. Et je l'ai fait. Après 7 années d'efforts, j'ai utilisé une partie du fonds pour acheter une vieille maison d'artisan dans la banlieue de Lyon. Elle n'avait rien d'un manoir, mais elle représentait tout pour moi. Un toit solide, un jardin en pente douce, des fenêtres à vitraux et une cheminée en briques. Je l'ai rénovée seul. Parquet poncé, murs repeints, fenêtres remplacées. Dans le jardin, j'ai planté un massif de roses rouges en hommage à ma grand-mère, qui les aimait plus que tout. Chaque matin, l'odeur des fleurs me rappelait qu'elle était encore là, d'une certaine façon. Mais mes parents et Bastien n'ont jamais compris ce que représentait cette maison. « Elle est vétuste, ton truc », disait ma mère. « Tu ferais mieux d'acheter un appartement moderne à la Part-Dieu », ajoutait Bastien en ricanant. Je ne répondais pas. Pour eux, ce n'était qu'un vieux bâtiment. Pour moi, c'était le symbole de ma liberté. Pendant que je comptais chaque euro pour financer mes travaux, Bastien recevait sans effort ce que je n'aurais jamais osé demander. Nouvelle voiture ? Payée par papa ? Sortie de week-end ? Argent de poche de maman ? Dette de carte de crédit ? Effacées en silence. Je ne ressentais pas de jalousie, mais une injustice sourde. J'avais respecté toutes les règles. J'avais étudié, travaillé, payé mes factures, bâti ma maison de mes mains. Et malgré tout, chaque fois que je rentrais voir mes parents, ils ne parlaient que de Bastien.
Il va décrocher un grand poste, tu verras. Mais son grand poste ne venait jamais. Je me souviens d'un dîner, peu après ma première promotion. Bastien, un verre de bière à la main, se plaignait encore. Mon patron ne sait pas exploiter mon potentiel. Puis il m'avait lancé un regard chargé de rancune. « Toi, t'as toujours tout eu, Gareth. » J'avais failli éclater de rire. Tout eu, j'avais trimé toute ma jeunesse pour chaque mètre carré que je possédais. Ce soir-là, j'ai compris qu'il ne servait à rien de discuter. La reconnaissance, je ne la trouverai jamais dans cette famille. Quand l'opportunité de partir en mission internationale s'est présentée, j'ai sauté dessus. 6 semaines entre Londres et Francfort pour concevoir une stratégie marketing à grande échelle. Une mission décisive. Je n'avais qu'une crainte, laisser ma maison vide. Alors j'ai demandé à mes parents d'y passer de temps en temps, d'arroser les roses, de vérifier les serrures. Un petit service, pensais-je. Le soir du dîner avant mon départ, j'ai posé la clé sur la table de la cuisine familiale, sous les regards de mes parents et de Bastien. Je me souviens encore du sourire étrange de mon père lorsqu'il l'a prise. Un sourire sans chaleur. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien », a-t-il dit. Mais quelque chose en moi s'est serré, comme si je venais de confier une partie de mon âme à ceux qui ne savaient pas la protéger. Le lendemain, j'étais dans l'avion. Le ciel gris de Londres m'accueillit avec sa pluie fine, son rythme effréné. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Réunions tardives, présentations, négociations sans fin. Je n'avais pas le temps de penser à autre chose. Et pourtant, chaque soir, dans la chambre d'hôtel, mes pensées revenaient vers ma maison. Je revoyais la lumière dorée du couchant sur les vitraux, le parfum des roses, le bruit du bois sous mes pas. 3 semaines plus tard, je reçus un message de Bastien, un lien Instagram. Sur les photos, lui, chemise en lin blanc, sur une plage des Maldives, cocktail à la main, souriant auprès d'une fille que je ne connaissais pas. Légende. Paradis trouvé. Besoin de plus de jours comme ça. Je suis resté longtemps à fixer l'écran, la gorge serrée. Comment avait-il payé ce voyage? Il venait d'être licencié, croulé sous les dettes, et mes parents n'avaient jamais eu les moyens d'un tel luxe. J'ai envoyé un message. « Magnifique. Tu es parti avec qui ?» Aucune réponse. J'ai appelé ma mère. Pas de réponse. Mon père, messagerie. J'ai voulu me convaincre que je paranoïais. Mais quelque chose au fond me murmurait que j'avais commis une erreur. Les 6 semaines en Europe passèrent comme un tourbillon. Les réunions se succédaient sans répit, les horaires se confondaient, les nuits d'hôtel se fondaient dans une routine de lumière artificielle et de dossiers empilés. Pourtant, malgré la réussite éclatante du projet, les sourires polis des dirigeants, les poignées de main satisfaites, la promesse d'une promotion à mon retour, un malaise insidieux ne me quittait pas. Chaque soir, après le dernier courriel envoyé, je restais assis face à la fenêtre du 12e étage, observant les toits gris de Francfort noyés dans la brume. L'angoisse montait, subtile, comme une ombre tapie derrière les vitres. Je pensais à ma maison, à mon jardin, à cette odeur de terre mouillée après la pluie. Je pensais à la clé que j'avais laissée sur la table de la cuisine familiale. Et à chaque appel passé à ma mère, les réponses étaient trop brèves, trop mécaniques. « Tout va bien, Gareth. Ne t'en fais pas. La maison est en ordre. » Mais sa voix trahissait une tension, une note d'hésitation. Mon père, lui, coupait court. « Je suis occupé. On parlera plus tard. » Plus tard. Toujours plus tard. Je savais que quelque chose se tramait. Je le sentais, sans pouvoir le prouver. Lorsque l'avion atterrit enfin à Lyon-Saint-Exupéry, je crus respirer à nouveau. J'avais hâte de revoir mon jardin, de sentir à nouveau ce silence chaud de fin d'après-midi, de m'asseoir sur le perron avec un café. Mais avant tout, je devais récupérer mes clés chez mes parents. Le taxi glissait à travers les rues familières de Villeurbanne, puis dans les allées bordées de platanes du vieux quartier. Le soleil frappait fort ce jour-là, et pourtant, je sentais un froid sous ma peau. Je feuilletais machinalement mon téléphone. Et là, un nouveau post de Bastien. Un selfie devant un SUV flambant neuf, sourire arrogant, légende, bienvenue à la nouvelle bagnole. Mon cœur fit un bond. Un SUV? Avec quel argent?
Quand le taxi s'arrêta devant la maison de mes parents, je compris avant même d'entrer que quelque chose ne tournait pas rond. Dans l'allée, une voiture neuve brillait sous le soleil, d'un gris métallisé que mon père n'aurait jamais pu s'offrir. Mon père ouvrit la porte. Il portait une chemise repassée. Ses yeux étaient froids, détachés. « Entre, Gareth. Il faut qu'on parle. » À l'intérieur, l'air sentait le café froid et la poussière de vieux meubles. Ma mère était assise à la table du salon, les doigts serrés l'un contre l'autre. Bastien n'était pas là, mais son ombre emplissait la pièce. Je déposai ma valise. « Où est la clé de ma maison ?» demandai-je simplement. Le silence dura trop longtemps. Puis ma mère leva les yeux, humide. « Gareth, ta maison, on l'a vendue. » J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Un vide, un bourdonnement dans les oreilles. « Vendue ? Comment ça, vendue ?» Mon père croisa les bras, parlant d'une voix sèche. « On avait besoin d'argent. Bastien méritait un nouveau départ. Et moi, j'ai besoin d'une voiture fiable pour le travail. » Je le fixais, incrédule. « Vous avez vendu ma maison ? Celle que j'ai achetée, restaurée, financée seule ? Pour un SUV et des vacances ?» Mon père haussa les épaules. « Tu as un bon métier, Gareth. Tu t'en sortiras toujours. Ton frère, lui, non. Il fallait bien qu'on l'aide un peu. » Ma voix trembla de rage. « Bastien a 30 ans. Il n'a jamais tenu un emploi plus de 6 mois. Et vous l'aidez encore comme s'il était un enfant ?» Ma mère tenta de me prendre la main. « Tu ne comprends pas, Gareth. Il était à bout. Il avait besoin de souffler, de partir un peu. » Je me mis à rire, un rire sans joie. « Souffler ? Aux Maldives, dans un hôtel 5 étoiles, pendant que vous vendez ma maison ?» Je cherchais désespérément une trace de regret dans leurs yeux. Mais tout ce que je vis, c'était une justification tranquille, presque logique, de leur trahison. Mon père posa un petit tas de billets froissés sur la table. « Voilà ce qu'il reste après la vente. » Je regardais l'argent, une somme ridicule. Je ne dis rien. Je sortis. Je pris un taxi pour mon chat, là où se trouvait ma maison. Quand la voiture s'arrêta devant le portail, mon souffle se coupa. Les vitraux étaient toujours là, mais les rideaux avaient changé. Le jardin, mon jardin, était transformé. Les rosiers avaient été taillés grossièrement. Et puis je les vis. Un couple âgé, arrosoir à la main, riant doucement. La femme leva les yeux. « Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelqu'un ?» Ma gorge se serra. C'était ma maison. Le mari fronça les sourcils. « Ah, vous êtes Gareth ? Nous avons acheté la maison à vos parents le mois dernier. Ils ont dit que vous partiez vivre à l'étranger. » Je restais planté là, incapable de répondre. Ils avaient menti. Ils avaient effacé mon existence de cette maison. Je les remerciai d'un signe et repartis, le cœur vidé. Dans le taxi, je composais le numéro de David, mon ami d'université, aujourd'hui avocat. « David, il faut qu'on se voie. Tout de suite. » Dans un café près de la place Bellecour, je lui racontai tout. Le voyage, les photos de Bastien, la nouvelle voiture de mon père, la vente de la maison. David m'écouta sans m'interrompre, ses doigts tapotant la table avec méthode. Quand j'eus fini, il murmura « Attends, tu as acheté la maison en utilisant une partie du fonds de ton grand-père, n'est-ce pas ?»« Oui. » « Une partie du capital du fonds fiduciaire. » Ses yeux s'allumèrent. « Alors la maison appartient toujours au trust. Si tes parents l'ont vendue sans ton accord, c'est illégal. » Je sentis une lueur d'espoir renaître. « Tu crois que je peux faire quelque chose ?»« Bien sûr. Tu dois voir Maître Harrison, l'avocat qui gère ton trust. Si la clause de protection de ton grand-père est bien rédigée, il risque de perdre bien plus que la maison. » Le lendemain, je me rendis dans le cabinet de Maître Harrison, en plein centre de Lyon. Le bureau sentait le cuir et le papier ancien. L'avocat, un vieil homme aux lunettes rondes, me serra la main avec gravité. « Asseyez-vous, Gareth. Dites-moi tout. » Je lui racontai les 6 semaines, les mensonges, la vente, la trahison. Il m'écouta attentivement, puis se leva et tira d'un tiroir un dossier épais marqué « Fonds Noé Morel ». « Votre grand-père avait prévu ce genre de situation, » dit-il d'une voix basse. Il ouvrit le dossier, montra une section surlignée.
Tout héritier qui détourne, falsifie ou revend un bien du trust sans l'accord du bénéficiaire principal perd immédiatement tout droit à l'héritage. Je relus la phrase 3 fois, incapable de respirer. Mon père, ma mère et Bastien étaient tous inscrits comme bénéficiaires secondaires. Chacun devait recevoir une part de 500 000 € à mes 35 ans. Mais cette clause venait d'anéantir leurs droits. Alors, s'ils ont signé la vente, ils perdent tout ? Exactement, confirma maître Harrison. Mais il faut des preuves. Signature, documents, tout. Je hochai la tête, sentant la colère se transformer en une énergie glaciale. Je vais les trouver. Le lendemain, à l'aube, je me rendis de nouveau devant ma maison volée. Le ciel de Lyon était couvert d'une brume fine, et les lampadaires s'éteignaient un à un. Devant le portail, j'hésitai un instant avant de frapper. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître Élise et Georges Lefebvre, le couple âgé qui y vivait désormais. « Monsieur Morel, » dit Élise avec douceur, « je me doutais que vous reviendriez. » Je remarquai une ombre d'inquiétude dans ses yeux, comme si elle redoutait d'être mêlée à une histoire plus grave qu'elle ne le pensait. Je lui expliquai la situation calmement, sans colère, juste avec cette voix que donne la fatigue après trop de nuits blanches. Je crois que mes parents ont falsifié ma signature. J'ai besoin de savoir comment s'est faite la vente. Élise échangea un regard avec son mari, puis alla chercher un dossier dans un tiroir de la commode. Elle me tendit une pile de papiers soigneusement classés. Nous avons tout gardé. Le notaire, les copies, les documents signés. Nous pensions que tout était en ordre. Votre père et votre frère se sont présentés ensemble. Ils ont dit que vous partiez vous installer à l'étranger. Je feuilletai lentement les pages. Et là, au bas du contrat, une signature faussement familière. La mienne. Trop arrondie, trop hésitante. J'avais sous les yeux la preuve que je cherchais. Ce n'est pas moi qui ai signé ça, soufflai-je. Georges se pencha. C'est grave ça, monsieur Morel. Si c'est vrai, nous avons été trompés aussi. Je pris en photo chaque page, remerciant le couple pour leur honnêteté. En sortant, l'air du matin me parut plus lourd encore, chargé de cette vérité qui désormais ne me quitterait plus. Mes parents m'avaient volé. Je passai le reste de la journée enfermé dans mon appartement temporaire à Croix-Rousse. J'étalais les photos sur la table, relisant les détails, les signatures, les cachets du notaire. Un nom revenait sans cesse, John T. Dubois, prétendu notaire. Mais quelque chose dans l'écriture de son paraphe semblait bâclé. Je contactai David, lui envoyai les documents. Il m'appela presque aussitôt. Ce notaire n'existe pas. Du moins, pas à Lyon. Il faudra vérifier au registre des officiers publics. Si c'est un faux, tu tiens ta pièce maîtresse. Je sentis mon cœur battre fort. C'était un pas de plus vers la vérité. Mais pour que le dossier soit solide, il fallait plus. Les originaux, les preuves que mes parents détenaient, les papiers. 2 jours plus tard, je retournai discrètement chez mes parents, sachant qu'ils partaient chaque matin faire leurs courses au marché des Brotteaux. Le quartier était silencieux, les volets mi-clos. Je glissai la clé de secours, celle que j'avais cachée sous une pierre du muret il y a des années, et entrai. La maison sentait le café et la cire. Rien n'avait changé. Les photos de famille trônaient toujours sur la cheminée. Mon grand-père Noé, moi adolescent, Bastien souriant faussement à mes côtés. Je me dirigeai vers le bureau de mon père. Dans le grand classeur métallique, je découvris un dossier étiqueté « Maison de Garrett ». Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des copies du contrat, des notes manuscrites de ma mère, un papier avec la mention « Achat comptant, transaction rapide ». Pas besoin de prévenir Garrett. Sous les papiers, une fausse attestation notariale portant un cachet mal aligné et une signature qui ressemblait vaguement à celle d'un vrai sceau. Je pris des photos, remis tout à sa place et sortis avant leur retour. Mon cœur battait comme un tambour. Le soir même, je décidai d'examiner une dernière piste, le rôle exact de mon frère. Je retournai sur ses réseaux sociaux, observant ses publications plus attentivement. Sur une photo prise aux Maldives, j'aperçus en arrière-plan un homme en costume clair, debout devant une agence immobilière lyonnaise. Le logo sur la vitre me frappa « Immo Laforêt-Rhône ». Je me rendis à l'agence le lendemain, sous prétexte de chercher un bien à acheter. La conseillère, Amandine, était jeune et avenante.
En feignant la curiosité, je mentionnai la vente d'une maison d'artisan à Montchat. Ses yeux s'éclairèrent. « Ah oui, la maison Morel. Une transaction express. Le vendeur était le frère, Bastien Morel, très pressé. Il a dit que son frère partait vivre à Berlin. Nous avons trouvé des acheteurs en moins d'une semaine. » Mon estomac se serra. Et les documents étaient en ordre ? Bien sûr. Il y avait une procuration signée, un document notarié. Tout paraissait légal. Je remerciai Amandine, quittai le bureau et marchai longtemps sans but précis, étourdi par la colère. Bastien n'était pas seulement complice, il était le pivot de toute l'opération. Le soir même, j'appelai maître Harrison. Je lui envoyai toutes les pièces, les copies du faux acte, les photographies du dossier parental, les preuves du faux notaire, le témoignage de l'agence. Il me rappela dans la nuit, sa voix calme mais tendue. « Vous avez réuni tout ce qu'il faut, Garrett. Ce n'est plus seulement une affaire civile, c'est un dossier pénal. » Je restai silencieux. « Nous allons déposer plainte pour faux et usage de faux, détournement de biens fiduciaires et fraude familiale. Et selon la clause du trust, vos parents et votre frère perdront automatiquement leur part d'héritage. » « Alors ils auront tout perdu, murmurai-je. « Non, répondit-il doucement, ils auront récolté ce qu'ils ont semé. » Mais avant d'aller plus loin, je voulais leur faire entendre la vérité en face. Pas dans un tribunal, pas derrière des avocats. Je voulais les regarder dans les yeux. J'appelais tante Suzanne, la sœur aînée de ma mère, la seule personne honnête de notre famille. « Tante Suzanne, je veux organiser un repas de famille samedi. Tous doivent venir, c'est important. » Elle sentit la gravité dans ma voix. « Garrett, qu'est-ce que tu prépares ?»« La vérité, tante. » Rien d'autre. Le samedi arriva. La maison de Suzanne à Sainte-Foy-les-Lyons fut remplie de rires, d'odeurs de plats, de voix d'enfants. Tout le monde pensait à une simple réunion. Moi, je tremblais intérieurement, comme avant une bataille. Mes parents arrivèrent, souriants, un peu tendus. Bastien entra en dernier, vêtu d'une chemise blanche, les manches retroussées, l'air satisfait de lui-même. Il posa une main sur mon épaule. « Alors, le grand voyageur est de retour ? T'as digéré l'histoire de la maison ?» Je répondis d'une voix neutre. « On en parlera. » Quand tout le monde fut assis dans le jardin, je me levai, tenant un verre de vin à la main. « Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de travail, ni de voyage. Je veux parler de confiance et de vérité. » Le silence tomba. Je sortis lentement de mon sac un dossier. Pendant mon séjour, j'ai demandé à mes parents de surveiller ma maison. À mon retour, elle avait disparu. Vendue. Ma mère pâlit. Mon père fronça les sourcils. Bastien esquissa un sourire nerveux. Je posai les copies du contrat sur la table. Voici l'acte de vente. Voici le faux notaire. Et voici les photos de Bastien dans l'agence immobilière. Tout prouve que vous avez vendu ma maison en usurpant mon identité. Les voix se turent. Ma mère tenta de parler. « Garrett, ce n'est pas le moment. »« Si, maman, c'est exactement le moment. » Je fis signe à maître Harrison, assis discrètement au bout de la table. Il se leva, ses papiers à la main, et déclara d'une voix posée. « Je suis le représentant légal du fonds Noé Morel. Selon les termes du trust, toute falsification entraîne la perte immédiate des droits à l'héritage. » Un cri étouffé s'échappa des lèvres de ma mère. Mon père se raidit. Bastien tapa du poing sur la table. « Quoi ? Vous plaisantez ? Tout ça pour une vieille baraque ?» Harrison le fixa avec calme. « Non, monsieur Morel, pas seulement la maison. Vous venez de perdre chacun 500 000 € d'héritage. Et potentiellement plus, selon la justice pénale. » Un silence de plomb tomba. La réaction fut immédiate. Ma mère éclata en sanglots, ses mains crispées contre son visage. Mon père, livide, chercha ses mots sans parvenir à les assembler. Quant à Bastien, il se leva brusquement, renversant son verre sur la nappe, le regard injecté de rage. « C'est quoi ces conneries, Garrett ?» hurla-t-il. « Tu veux nous ruiner ? Tu crois que t'es mieux que nous, juste parce que papy t'adorait ?» Je restai immobile. La colère dans sa voix n'était pas celle d'un homme blessé, mais celle d'un enfant pris en flagrant délit. « Ce n'est pas moi qui vous ruine, » dis-je calmement. « C'est vous qui avez signé votre perte. » Maître Harrison
posa le dossier sur la table, sortit un papier scellé. Le trust stipule clairement que toute falsification entraîne la confiscation immédiate de l'héritage et des biens associés. Vous perdez chacun 500 000 €, plus la maison secondaire du fonds à Annecy. Et selon la loi, la falsification de signature et l'usage d'un faux cachet notarial sont des délits punis de prison et d'amende. Les murmures des cousins et des oncles s'élevèrent, puis s'éteignirent aussitôt. La scène paraissait irréelle. Je voyais ma mère chanceler, mon père détourner le regard, Bastien frappait du poing encore et encore sur la table, comme s'il voulait briser la réalité elle-même. « Pourquoi » demandai-je d'une voix basse. « Pourquoi avoir fait ça ?» Mon père finit par murmurer, presque inaudible. « On voulait aider ton frère. Il a toujours eu plus de mal que toi. Et puis, tu t'en sortiras toujours, Gareth. » Ces mots, simples, m'ont blessé plus que tout le reste. Tu t'en sortiras toujours. Comme si ma réussite justifiait qu'on me vole. Comme si la justice pouvait se mesurer en amour mal distribué. Je secouai la tête, incapable de parler davantage. Tante Suzanne s'approcha doucement de moi, posa une main sur mon épaule. « Tu as bien fait, mon garçon. Il faut que la vérité sorte, même quand elle fait mal. » Je hochai la tête, sans pouvoir lui répondre. Les autres invités quittèrent peu à peu le jardin, certains évitant mon regard, d'autres m'adressant un signe silencieux. Quand il ne resta que nous quatre, mes parents, Bastien et moi, le silence devint presque insupportable. Ma mère tenta un dernier geste. Elle s'avança, me prit la main. Ses doigts tremblaient. « Gareth, je t'en supplie, ne fais pas ça. Nous avons fait une erreur, oui, mais c'était pour ton frère. On ne savait pas pour le trust. » Je la regardai longuement. Ses larmes, son visage marqué, sa voix brisée. Une partie de moi voulait la prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Mais l'autre partie, celle que mon grand-père avait forgée, savait que ce pardon serait un mensonge. « Non, maman. Vous saviez ce que vous faisiez. Vous avez choisi. » Je retirai doucement ma main. Et moi, je choisis la vérité. Je me tournai vers mon père, qui n'avait pas bougé. « Tu disais souvent que la famille passe avant tout. Mais la famille ne trahit pas. Pas comme ça. » Bastien, lui, resta muet, les bras croisés, le regard vide. Puis, d'un geste brusque, il repoussa sa chaise et quitta la table sans un mot. Le claquement de la porte résonna comme un coup de tonnerre. Les jours suivants furent un tourbillon de démarches. Maître Harrison déposa officiellement plainte auprès du tribunal de Lyon pour faux et usage de faux, escroquerie familiale et détournement de fonds fiduciaires. Je passai des heures dans son cabinet, entouré de dossiers, d'actes notariés, de preuves photographiques. Les policiers m'interrogèrent longuement. Je racontais tout, encore et encore. Le voyage, la clé, la vente, les mensonges. L'officier qui me faisait face, un homme massif à la moustache grise, prit des notes en silence, puis dit calmement « Nous avons vérifié le registre des notaires. Le nom de John T. Dubois n'existe pas. Et la signature sur l'acte est fausse. » Je fermai les yeux un instant. Tout était donc confirmé. L'arnaque était complète. « Vos parents et votre frère seront convoqués, » ajouta-t-il. « Ils risquent des peines de prison avec sursis, des amendes et la restitution intégrale des fonds. » Je quittai le commissariat en titubant, partagé entre la douleur et un sentiment de justice froide. Je ne voulais pas les voir derrière des barreaux. Mais je ne pouvais pas les absoudre non plus. Le procès eut lieu 3 mois plus tard. Une salle austère, bois sombre, murs clairs, juges impassibles. Mes parents, assis côte à côte, paraissaient plus vieux de 10 ans. Bastien, en costume mal ajusté, fixait le sol. L'avocat de la défense plaida l'erreur, la naïveté, la maladresse. Mais les preuves étaient accablantes. Le faux cachet, la fausse signature, les messages de Bastien à l'agence. Tout était là, noir sur blanc. Le verdict tomba comme une enclume. Robert et Hélène Morel, coupables de faux et usage de faux, condamnés à 3 ans de probation et à la restitution intégrale des sommes détournées. Bastien Morel, coupable de complicité et d'enrichissement illégal, condamné à rembourser 20 000 € correspondant à son voyage et à ses dépenses. Je restais assis, les mains jointes, sans joie ni vengeance. C'était la justice, oui,
Mais ce n'était pas la paix. 5 mois plus tard, je reçus un appel de Maître Harrison. « Bonne nouvelle, Garrett. La Cour a annulé la vente. Les acheteurs seront remboursés, et la maison redevient officiellement vôtre. » J'étais assis dans un café quand il me l'annonça. Le monde sembla s'arrêter un instant. Je revis les vitraux, le parquet, les roses fanées. Quelques jours plus tard, je récupérai les clés. Quand j'ouvris la porte, l'odeur du bois ancien m'envahit, mêlée à celle du renfermé et de la poussière. Je fis lentement le tour des pièces. Les murs portaient encore les marques de mes pinceaux, les fissures que j'avais réparées. Dans le jardin, les roses étaient liées mortes. Les tiges sèches craquaient sous mes doigts. Je restai longtemps immobile, les yeux perdus dans ce silence. « Je vais tout reconstruire, murmurai-je. Encore. Pendant des semaines, je nettoyais, réparais, repeignis. Chaque soir, je m'endormais sur le sol, épuisé, les mains tachées de peinture. Mais peu à peu, la maison reprit vie. Lorsque je soufflai mes 35 bougies, une dernière partie du trust me fut transférée. 1 million d'euros, plus la propriété d'Annecy. Je passai une nuit entière à réfléchir à ce que j'allais en faire. L'argent, désormais, ne signifiait plus rien sans but. Mon grand-père me revenait sans cesse en mémoire. La vraie richesse, Garrett, c'est ce que tu transmets. Alors, j'ai créé la fondation Noé Morel, un programme de bourse pour les jeunes travailleurs issus de milieux modestes. Je voulais aider ceux qui, comme moi autrefois, jonglaient entre études et petits boulots, entre fatigue et espoir. Le jour de la signature officielle, dans le bureau de Maître Harrison, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Il me serra la main, un sourire discret au coin des lèvres. « Votre grand-père serait fier de vous. » Je crus entendre sa voix, quelque part dans le silence. « Tu as bien fait, mon garçon. C'est ça, la vraie force. » La fondation grandit vite. Les journaux locaux publièrent des articles. Un Lyonnais transforme sa douleur en espoir. Je recevais des lettres d'étudiants. « Merci, Monsieur Morel. Grâce à vous, je peux continuer mes études de médecine. » Chaque mot me redonnait un peu de foi en l'humain. De ma famille, je n'eus plus beaucoup de nouvelles. On me dit que mes parents avaient vendu leur maison et vivaient désormais dans un petit appartement à Dessines. Ma mère m'écrivit une lettre, tremblante, pleine de remords. Je la lus, la posai sur la table et ne répondis pas. Pas encore. Peut-être un jour. Quant à Bastien, il disparut. On dit qu'il travaille quelque part à Marseille, qu'il tente de se reconstruire. Je ne lui en veux plus, mais je ne peux pas oublier. Aujourd'hui, je vis de nouveau dans ma maison d'artisan, redevenu le cœur battant de ma vie. Le matin, je bois mon café sur le perron, face au jardin. Les rosiers, après tant d'hiver, ont refleuri. Leurs pétales rouges s'ouvrent lentement sous le soleil, comme une promesse tenue. Je regarde parfois la vieille photo de mon grand-père posée sur la cheminée. Il sourit, fier et paisible. Et moi, je lui réponds en silence. « Merci, grand-père. Tu avais raison. La vraie richesse, c'est la force de continuer. » Je retourne alors au jardin, arrosoir à la main. Et dans le parfum des roses, je sens que malgré tout, malgré la trahison, la perte, la solitude, ma vie, comme ce jardin, continue de fleurir.